pièce avec son écran. Et puis après, il y a une espèce de désolation. Les parents nous disent « mais on n'a rien partagé ». Quand je lui demande qu'est-ce qu'il a fait à l'école, il ne me répond pas. L'écran est problématique quand il fait écran à la relation, quand il fait écran au lien. Ça nous met dans une bulle et quand on bouge, la bulle elle vient avec nous et du coup chacun est dans son coin encore. Regardez la télé, même si c'est pas forcément très intéressant ou des choses comme ça, ça peut quand même nous réunir. Alors que si on fait chacun de notre côté, c'est encore pire. Les écrans font encore plus d'impact. On peut ne plus sortir, ne plus parler avec sa famille, ses amis. Écoutez ça. On recevait dans ce service d'urgence des jeunes, 98%, 99% de ces jeunes garçons et filles que je recevais, quasiment aucun ne s'est plaint de l'absence de son portable. Quelques garçons étaient un peu en manque des jeux vidéo, mais le portable non, alors qu'ils y passaient le jour d'avant, les jours et les nuits, et ça pendant au moins 2 ans, parce qu'on sait que la période du confinement, ça fait basculer dans des utilisations massives. Donc la question que je posais, c'est « mais attends, pourquoi finalement là, tu t'en passes très bien ?» Et la réponse que j'avais à chaque fois, « mais madame, c'est parce qu'ici, on n'est pas seul. » Comment avons-nous laissé tous ces écrans pirater ce que nous avons de plus cher, nos liens, avec nos enfants, nos amis, notre famille ou notre amour? Rien ne semble pouvoir leur résister. Quelle est cette force d'attraction qui nous dépossède de notre volonté et de nos désirs profonds? Comment on reconnaît quelqu'un qui est dans une addiction, qui est addict? T'as plein d'écrans qui est partout dans ta chambre et que t'es en train de jouer à un écran et tous les autres sont allumés à côté de toi. L'addiction, c'est aussi quand notre cerveau a été détrôné, c'est les écrans qui ont le pouvoir. Quand tu mets une cigarette dans ta bouche mais que tu l'allumes pas, bah ça va rien te faire, c'est inoffensif. Mais quand tu l'allumes, au lieu que c'est toi qui donne le pouvoir à la cigarette de te détruire. Et c'est la même chose pour les écrans. Mine. La dopamine, écoutez bien, c'est l'hormone du plaisir. Je mange un très bon gâteau au chocolat que j'adore. J'ai plein de dopamine dans le sang qui arrive. Plein de dopamine. Ah, j'aime bien. Je suis amoureux, etc. Je ressens de la dopamine. Les gens me disent « T'es vraiment quelqu'un de super, je t'aime beaucoup. » Dopamine, ça fait du bien. J'aime bien être aimé. Et donc, qu'est-ce qui va générer sur les écrans ça, des moments de plaisir? On dit « Waouh, super, je suis content. » Par exemple, les likes sur les vidéos, les commentaires qui disent « ouais » et tout, je te suis depuis longtemps, je suis abonné à toi et tout. Quand tu joues à GTA, par exemple, tu gagnes tu braques une banque et tu gagnes beaucoup d'argent, t'es content. Donc tu viens juste d'avouer, mais on ne t'en veut pas que tu joues à GTA. T'as 10 ans, tu sais à quel âge il est interdit ce jeu? À 18 ans. Il faut que tu comprennes que tu t'exposes à des images qui sont des images qui ne te donnent pas une très bonne opinion de l'humanité et des gens. Mais effectivement, GTA va donner de la dopamine. La dopamine, quand on va la sécréter, on va dire « Ah, mais c'est agréable, mais j'ai envie de retourner sur mon jeu pour à nouveau ressentir cette dopamine. » D'habitude, je le punis de Switch, mais je laisse un petit peu regarder. Et là, on a fait 0 écran. J'avais l'impression d'être avec un drogué. Mais vraiment, hein, j'avais l'impression d'être un toxico, quoi. Il n'avait pas sa drogue.
Et du coup, ça a été un gros travail, mais c'était dur, hein. Mais vraiment, c'était hyper dur. J'étais épuisée. Et c'est vrai que c'est dur. Franchement, cette histoire d'écran, moi, elle me met à cran, voilà. Introduire comme ça un objet addictif dans les mains de l'enfant, là, ça pose un problème. Parce qu'on a légiféré en d'autres temps, tardivement, mais pour des substances addictives, pour le tabac, pour l'alcool. Et donc, on devra en venir à ça pour le numérique, même si ça va nous prendre du temps. Pourquoi bois-tu demande le Petit Prince. Pour oublier, répondit le buveur. Pour oublier quoi, sentit le Petit Prince, qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi? Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce buveur? Comme il sait que c'est pas bon et qu'il ne faut pas boire, pour oublier, pour faire comme si ça n'existait pas, pour vaincre son malheur, il boit. Donc au final, c'est un cercle qui se plaint de boire et il boit en secours. Très juste, un cercle comment? Un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Vicieux, c'est-à-dire qui fait du mal. De plus en plus. De plus en plus. C'est comme sur les réseaux sociaux. Si tu vas par exemple sur Facebook, imaginons, tu vas vouloir regarder, mais comme la page elle s'arrête jamais, tu vas regarder, et tu vas jamais t'arrêter. Sachez que quand vous scrollez, vous êtes en train de faire comme une machine à sous. C'est mon pouce qui scrolle. Je scrolle. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse pas. Je passe, je like, je passe et je scrolle. Et comme ça n'a pas de fin, vous pouvez passer votre nuit, si vous voulez. Il n'y a jamais de fin. Bien sûr, ce sont des outils incroyables qui nous ouvrent d'innombrables possibilités. Mais en même temps, ils nous livrent une guerre pour capter notre attention. Le patron de Netflix déclare même que son seul concurrent, c'est désormais le sommeil. L'attention n'est pas une capacité inscrite dans nos gènes, dans nos cerveaux, dans nos neurones, etc. L'attention, c'est une capacité qui se forme et qui se déforme. Donc l'éducation a pour rôle de former les attentions. Nous, quand vous nous avez dit de regarder C'est pas sorcier pour l'histoire, moi, je suis allée sur YouTube. Sauf qu'en fait, la dernière fois, j'étais en train de regarder des shorts. Du coup, ça m'a mis directement sur des shorts. Et je suis tombée sur un short bien. Du coup, j'ai défilé et j'ai pas eu le temps de regarder C'est pas sorcier. Faut que tu te rappelles quand tu fais ça, que tu es le dindon de la farce, le jouet des algorithmes. Ils sont là, je suis content, Sophia, elle vient de passer 1h30 sur les shorts. Là, je suis content, je fais plein d'argent. Et c'est toi qui as perdu ton temps. À l'autre bout, il y a des ordinateurs qui savent que vous aimez les vidéos de petits chats et ils vont vous envoyer, quand vous scrollez sur Facebook ou sur YouTube, des vidéos de petits chats. Le but, c'est que vous soyez le plus possible sur l'écran et entre deux vidéos de petits chats, qu'est-ce qu'ils envoient? De la publicité. Ce principe de l'économie de l'attention, en fait, il est un petit peu inhérent aux sociétés de consommation et à l'économie consumériste, puisqu'il s'agit fondamentalement d'orienter les attentions, donc les désirs, les envies, les besoins des téléspectateurs, qui sont aussi des citoyens, en vue de la consommation de divers produits ou marchandises. Eh bien, ils ne s'investissent pas dans des relations sociales, dans des activités collectives. Si le cerveau, on le laisse face à un écran où il ne s'entraîne pas, parce que par l'écran, il est là, il regarde la télé, il est comme un corps qui ne bougerait pas. Et donc, à ce moment-là, on risque d'avoir un cerveau tout mou. Et si tu restes que sur ton canapé comme ça et que tu commandes à manger et tu commandes pizza, hamburger, kebab... Qu'est-ce qui va se passer? Tu grossis et après ça devient dangereux pour ta santé parce que tu deviens obèse et tu veux pas faire de sport du coup. On ne bouge pas, ça s'appelle la sédentarité. L'appartement il est petit,
On s'envoie quand même des textos alors que tu peux te lever, aller dans la chambre et dire ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que ça signifie, ça, le fait que dans les familles, maintenant, on se lève même plus, on va même plus parler, on va se communiquer par texto? Bah, c'est qu'on a la flemme de se lever. Quand on envoie un SMS à quelqu'un, on va parler en abréviation pour lui dire salut. On va marquer SLT. Quel est le but, à ton avis, de ces abréviations? On a la flemme de marquer tout le mot alors que il reste quelques lettres à marquer, mais on a la flemme. Ça fait beaucoup la flemme, hein, les écrans. Si raccourcit les mots, c'est parce que comme ça, ils se fatiguent pas les pouces. C'est une crampe au pouce. On va avoir une crampe au pouce. Non, c'est vrai que ça fait peur. Pour quelqu'un qui a toujours regardé les écrans beaucoup et qu'il s'est dit un jour je vais arrêter de regarder les écrans, ça me prend trop de temps, et il va pas faire ça parce que c'est trop difficile de lire, c'est trop c'est plus facile de regarder la télé, de juste regarder, de s'affaler dans le canapé plutôt que lire, essayer de comprendre. C'est plus difficile de lire, ça demande plus d'efforts, certaines choses. Les écrans, c'est facile. C'est la même chose que de manger des gâteaux tout faits, pas bons pour la santé, bien sucrés. C'est plus facile que de manger un fruit qu'on a pelé. Donc on choisit ce qu'il y a de plus facile. C'est ça le piège des écrans. Tout plaisir n'est pas à rechercher et toute peine et tout effort n'est pas à fuir. Parce que certains plaisirs vont nous conduire à un malheur, lorsqu'il y a des plaisirs immédiats qui peuvent être très agréables, on le voit dans l'alimentation, hein. Et puis il y a des peines qu'il faut accepter, il y a des efforts qu'il faut faire parce qu'ils nous conduisent à un bonheur supérieur. Et les deux exemples les plus forts, c'est le sport. Effectivement, dans le sport, des fois on souffre, nos muscles ont mal, on randonne, c'est difficile, mais après, quel bonheur, une fois qu'on arrive au sommet, parce qu'on progresse, ça demande un effort. Alors qu'on est complètement passif dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucun effort. Chacun sur son écran, dans sa bulle, tout confort. Quelle place reste-t-il pour la parole, pour la lecture? Comment faire société quand on n'a plus les mots? Si nous ne savons plus parler, s'il ne nous reste que la novlangue et les emojis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent que le nombre de mots dont disposent les gens pour parler, et particulièrement les enfants, il n'arrête pas de baisser, de se réduire. Comme peau de chagrin. C'est-à-dire peau de chagrin, ça se réduit de plus en plus, de plus en plus. Qu'est-ce qui risque de se passer dans un monde où on a de moins en moins de mots? Ça risque d'être une catastrophe. Parce que si personne sait parler, et tout le monde dans la rue, tout le monde va vouloir te taper. Pourquoi ceux qui parlent le moins bien dans l'école, c'est toujours ceux qui ont des embrouilles à la récré? Et ceux qui parlent bien, ils n'ont jamais d'embrouille. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas dialoguer. On a besoin du langage pour s'exprimer. On a besoin de lui pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pour savoir expliquer quelque chose. Parce que c'est très important, vu que sinon on renferme en soi ce qu'on ressent. Si on peut pas se comprendre, on va tout mal comprendre, on va mal interpréter les choses. Si on s'exprime moins, tout le monde sera un peu bête et les hommes intelligents, qui sont souvent les hommes de politique, vont pouvoir nous faire croire des choses qui sont pas du tout vraies. Si on n'est pas intelligent. Dans une dictature, ce genre de choses, on n'a pas le droit d'expression. Le seul moyen d'être libre, c'est de penser ce que l'on veut. Sauf que quand on n'a pas les mots, on ne peut rien penser au final. C'est super juste. Au fond, à la racine de tout, il y a notre pensée. Et Pierre Bourdieu, c'est un sociologue qui a démontré que ceux qui parlaient bien, c'est eux qui allaient avoir un rôle important dans la société. Et donc que finalement, le langage, s'exprimer, c'est le pouvoir. C'est vrai que le langage, c'est un super pouvoir. Le langage, on ne peut jamais le perdre. On va le garder pour toute notre vie. Ça va servir pour quelque chose. Pour tout? Enfin, pour tout, oui. Moi aussi, ceux qui parlent bien, ils peuvent être violents avec les mots. Joli. Il est vrai que les mots peuvent faire presque aussi mal que des coups de poignard. Il y a des gens qui sont blessés par les mots
presque comme par des armes. Parfois, en tant que personne, on entend des choses qui sont pas très bien. Et comment on réagit à des paroles blessantes? Tu dois t'exprimer avec tes mots, mais si tu n'y arrives pas, laisse passer. Donc si tu n'y arrives pas, mais en fait c'est là où il faut travailler le langage à l'art, parce que le langage te permet de réagir. Si on a été blessé, on a humilié, on est vexé, mais qu'on ne peut pas se défendre parce qu'on n'a pas les mots, c'est terrible. Imaginons que tu te disputes avec une de tes amies par message. Et tes mots, en fait, tu les contrôles pas. Donc tu les écris et tu les penses peut-être pas. Donc tu les envoies et les mots, ils restent. Il faut faire attention à ce qu'on écrit, en particulier sur les réseaux. Ne croyez pas que c'est comme discuter en classe où on peut discuter et dire librement des bêtises de temps en temps, on peut se tromper. Par contre, si vous le faites sur les réseaux, c'est tout le temps que vous aurez l'étiquette « il a dit une grosse bêtise »,« elle a dit une grosse horreur », et ce sera pour toujours. Mon frère, il a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qu'il fallait pas, et après j'ai eu des problèmes avec des gens. Après, les gens, ils voulaient me frapper, ils ont dit « viens, rejoins-moi là, tout ça, viens, je vais démarrer, tout ça, viens, je vais te tuer ». Ah, on a le témoignage du danger des réseaux. Donc vous voyez, vous avez vraiment l'exemple. Et son frère, il a eu des ennuis. Il a dû regretter quand même d'avoir fait ça. Alors, on entend souvent que la technologie, elle est neutre, et puis ça dépend ce qu'on en fait, finalement. On peut éplucher des carottes ou assassiner son voisin avec un couteau. En fait, non, la technologie n'est pas neutre. Le penseur de la technique, Jacques Ellul, disait que la technologie, elle est ambivalente. Elle est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours à la fois positive et négative. Internet, c'est un peu comme un parc public, on pourrait dire. Voilà, il y a des trucs, des endroits peut-être un peu dangereux, je ne sais pas, là où il fait sombre et la nuit, et puis des endroits très sympas où on va courir dans la pelouse. Est-ce qu'on laisserait nos enfants jouer dans un parc public qui est un endroit à la fois très dangereux et très sympa? On voit bien qu'on aurait envie de les accompagner pour que ça soit moins dangereux, et puis de les laisser libres là où c'est vraiment très sympathique. Et c'est ça tout l'enjeu qu'il faut réussir à faire, ce qui est éminemment complexe dans un monde qui en plus est en mouvement et en innovation technologique permanente. Comme l'a dit Philippe Iwix, l'écran c'est comme un parc où il y a un côté sombre, où il ne faut pas y aller parce que tu risques de plonger dedans et de jamais en sortir. Et quoi comme côté sombre par exemple? Qu'est-ce que tu connais où il ne faut pas aller sur Internet? Les réseaux sociaux. Tous conformes, tous en forme et dans la norme. Comment rester soi-même sous la pression constante du regard des autres? À l'heure des réseaux sociaux, comment construire l'estime de soi? Qui se souvient un peu de l'histoire de Narcisse? Narcisse, c'est un personnage de la mythologie. C'est quelqu'un qui est aveuglé par son reflet et il voit une rivière. Qu'est-ce que tu veux dire aveuglé par son reflet? Il s'adore, il se trouve sublime et il voit une rivière et son reflet. Donc il veut s'approcher de son reflet et il se noie dans la rivière. Il se noie dans la rivière parce qu'il se noie dans son reflet. Et il se regarde toujours sur la rivière comme les influenceurs, ils se regardent toujours sur leur écran. C'est drôle parce qu'en fait Narcisse, il se regarde dans la rivière, il s'admire et la rivière, elle s'admire dans les yeux de Narcisse. C'est comme si il s'admirait dans un miroir ou sur une photo, dans une vidéo. Parfois, on doit faire des milliers de photos parce qu'on est trop moche, on dit qu'on est moche. Après, on doit recommencer pour être beau, parce qu'on est encore moche. En fait, on n'apprécie jamais les choses qu'on fait dans les écrans. Parfois, on se sentait pas bien, on se trouvait moche un peu. Moi aussi, un jour, ça m'est arrivé, mais après, je me suis rendu compte que les influenceurs, ils servaient à rien, ils réfléchissaient pas assez à ce qu'ils faisaient. En fait, on veut ressembler, on veut être plus beau que les influenceurs. Et du coup, au final, on veut toujours être plus beau que les autres, sauf qu'on imagine les autres plus beaux qu'ils ne le sont vraiment. Du coup, on veut toujours être plus beau sur chaque photo et en fait, on ne peut pas. Vous imaginez si on ressemble tous à quelques chanteurs ou chanteuses, tout le monde dans la même coupe? Enfin, quel monde inintéressant. Vu qu'on ressemble à tout le monde, personne ne nous voit. Il vaut mieux qu'on soit différent pour qu'on vous remarque. Parfois, j'ai peur que les gens ils m'aiment pas, ils veulent pas être mes amis. Et parfois, je me sens seule.
Et t'as peur d'être seule? Pourquoi t'as peur d'être seule? Parce que je préfère plutôt être avec des gens qui m'aident, qui m'aiment et aussi qui m'accompagnent tout le temps. Nos enfants ont besoin de nous face aux écrans. Pour les contrôler et les limiter, bien sûr, mais aussi pour les guider vers tous les trésors qu'ils recèlent. Toute mon enfance, ma mère m'a emmené voir les grands classiques dans les cinémas du quartier latin. Et si je fais des films aujourd'hui, c'est en souvenir de cette magie du 7e art, en mémoire de toute cette beauté que nous avons partagée. Mais en ce temps-là, l'écran était fixe, temporaire et collectif. Aujourd'hui, il est mobile, permanent et individuel. De très grand, il est devenu tout petit, mais incroyablement accaparant. Si nous n'y prenons garde, l'hypnose peut ne jamais cesser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire et qui est important pour nous, mais que les écrans piratent? C'est-à-dire qu'ils prennent ce temps. On peut lire au moins 3 livres, 4 livres. On sort moins alors qu'il fait beau, qu'on peut faire plein d'activités. Par exemple, faire de la trottinette, du roller, du vélo. Limiter les écrans, ils vont finir, peut-être pas le premier jour, ils vont finir par faire autre chose pour votre plus grand bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le fil de raison. Il me dit, maman, il n'y a plus de raison. J'ai dit, c'est Bouygues, c'est pas moi. Je veux je te jure, à la rentrée de mois de septembre, ils ont resté un mois sans télé. Ils ont bien joué, ils ont bien lu les livres. Ils étaient sages, ils étaient pas sur l'écran. J'étais contente. Je ne connais pas d'autre façon de guérir un comportement addictif qu'en enlevant l'objet d'addiction. Sur quoi on est en train de regarder ces interviews? L'écran. Sur un écran. Est-ce que ça nous rend plus bêtes de regarder ça? Non, intelligent plutôt. Intelligent plutôt. Donc c'est toujours pour rappeler que l'écran, ça dépend de ce qu'on en fait. Les temps modernes de Charlie Chaplin, on a été émus, on a vécu des choses, on a vu de la beauté. Mais la chose qui est bizarre avec les écrans, c'est que, par exemple, tu regardes les shorts, tu oublies rapidement, mais les films émouvants, émotionnels, tu les oublies pas, en fait. On dit souvent que moi, c'est ce qu'on dit, les enfants, ils sont captivés si moi je raconte quelque chose qui m'a touché parce qu'ils sont émus à leur tour. Par exemple, quand je vais vous parler d'Albert Camus et de son instituteur, vous sentez que je suis ému. Et donc vous êtes tout de suite beaucoup plus capté. Votre attention, vous dites, ah, le prof, il dit un truc, ça le touche. Mais c'est bien beau de dire qu'il faut aider les enfants à moins regarder les écrans, mais pour ça, il faut leur proposer autre chose. Et donc, si on veut aider les jeunes à quitter l'addiction des écrans, il faut susciter en eux, comme le dit Spinoza, un désir supérieur, c'est-à-dire les motiver vers un affect supérieur, quelque chose qui leur donne plus de plaisir que le plaisir qu'ils vont trouver dans leurs écrans, parce que c'est aussi un refuge par rapport à tout ce qui les ennuie dans la vie. Il y a une chose que je voulais vous annoncer, parce que là, on va pouvoir faire vraiment l'expérience pendant 10 jours de ne plus avoir d'écran. On a eu, et écoutez bien, j'avais eu un refus vendredi, je ne vous ai pas dit, mais je venais d'avoir au téléphone, on m'a dit, il n'y a pas de classe découverte, c'est un algorithme, un programme qui a décidé que vous n'avez pas de classe découverte. Là, j'ai appelé, et j'ai dit, c'est pas possible, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit, c'est pas normal que ce soit un programme et pas des humains. Nous, on est une classe, on a un super projet. Et ils ont dit, bon, on va trouver une classe. Et ils ont trouvé une classe découverte. Bon, voilà. Donc,
On ira, ce sera dans l'Est, au milieu de la nature, et on aura 10 jours pour vivre des moments ensemble sans aucun écran. Maintenant, vous allez pouvoir vous éclater, mais la condition, c'est on va laisser les portables pour les 10 jours qui viennent. Vous les aurez qu'une fois, le samedi. Allez, on met les téléphones dans le panier doucement. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. On veut et l'histoire, car Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors visage, et tristes et sans aucun avantage. J'entends rien. On nous afflige, des désirs qui nous affligent. On nous prend pour pas déconner, des condamnés. Pour des cons alors qu'on est. Les enfants aujourd'hui sont principalement exposés à des univers absolument complètement maîtrisés et artificialisés, où ils sont plus du tout en prise avec la réalité, avec ce surgissement justement du vivant, de la nature, cet imprévu, tout cet émerveillement. Et donc il y a absolument besoin de se reconnecter à cette prise du réel. J'ai aimé entendre les oiseaux et à un moment j'ai aussi eu l'impression que j'entendais les arbres, le vent. Ça fait bizarre parce que là on entre dans la forêt, je trouvais ça très beau mais je m'étais pas vraiment concentrée. Et là j'ai vraiment senti la nature. Donc c'est comme si jusque-là, tu as l'impression que tu avais une partie de ton cerveau qui était trop occupée à autre chose pour vraiment sentir la nature. Je me disais, je regardais juste l'image, je regardais juste les feuilles, je trouvais ça beau mais j'allais pas chercher plus loin. On sent la présence de toute la nature, des arbres et tout ça. Alors qu'en photo, on a juste une image. Si par exemple, t'as jamais vu une forêt et que le premier jour tu viens, tu vois, t'entends les chants d'oiseaux et les arbres, ben ça va changer au moins, tu n'auras plus l'habitude. Et ça t'a fait quoi alors? Ben ça va, c'est comme si j'étais libre. Tu ressens de la liberté? Non, si on s'approche, il s'en fout. Au revoir le renard. Et ça t'a fait quoi de le voir? J'étais choquée. Enfin, j'étais contente. Ouais. J'étais aussi effrayée à la fois.
Ici, on a tous pu jouer, quoi. Mais comment tu fais à Paris? À Paris, moi, je reste sur les écrans. Je regarde des vidéos d'horreur. Mais tu peux aller sortir au but de Chaumont. Ma mère, elle me laisse pas sortir. Mais avec les copains, elle n'est pas d'accord? Même. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ma mère, elle a grandi dans les favelas. Ça veut dire que elle, si elle sortait, elle pouvait autant se faire tuer par les tirs. Et vu que c'est comme un traumatisme pour elle, elle me laisse pas sortir. À chaque fois, elle me dit « Ah, t'as pas le droit de sortir tout seul parce que peut-être tu vas te faire capturer par quelqu'un. » Mais Paris, c'est pas les favelas. Oui, sauf que c'est un traumatisme. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'une ou à quelqu'un, c'est celui de notre présence. C'est être vraiment là. Au fond, si je ne suis pas là, c'est comme une maison vide qui va accueillir dans la maison. Il n'y a personne sur la chaise, personne n'est là. Et méditer, c'est l'art de revenir à la maison. Revenir à la maison, puis aussi se rendre compte que bientôt, les algorithmes nous connaîtront mieux que nous-mêmes. Et c'est déjà le cas. On sait aujourd'hui, d'après des recherches, que l'algorithme sait quelles sont nos préférences politiques, nos préférences de consommation. Et donc, si je n'apprends pas à me connaître, eh bien, je suis à la merci de ceux qui me connaîtront mieux que moi. Et donc, il y a un enjeu fondamental de liberté, une vraie liberté, pas seulement une liberté intérieure, mais aussi une liberté de mes choix. Et donc, mes choix individuels sont reliés aux choix collectifs. Comment ensemble nous décidons de notre destinée commune. Vous faites ce travail depuis 1 an avec le maître sur les écrans. Et moi, j'étais un peu curieux, je me demandais, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vie? Moi, j'ai remarqué que quand je regardais les écrans, j'avais tendance à oublier qu'est-ce que j'avais lu ou qu'est-ce que j'avais entendu. Alors qu'en ce moment, vu que j'ai pas d'écran, je me sens libre, je retiens très bien. Je regardais les écrans, mais je savais pas j'allais faire quoi avant. Alors que maintenant, je fais des churros, par exemple. Ils étaient incroyables. C'est maman qui doit être contente. Moi et vos parents, on passe beaucoup plus de temps sur les écrans et on passe beaucoup moins de temps à faire quoi, d'après vous? À danser. Exactement. À s'amuser, à être avec les enfants, c'est ce que tu dis est juste, et à s'engager. C'est-à-dire qu'on prend moins soin des plus pauvres, des plus vulnérables, on prend moins soin de la famille, moins soin des enfants. Les études montrent ça. Et je pensais à une phrase de Saint-Exupéry. Vous avez lu Le Petit Prince? Oui. Vous vous rappelez de la rose? Oui. Et à un moment, je pense que c'est le renard qui dit ça, il dit « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui l'a fait importante. » C'est comme la rose, il l'a toujours élevée comme si c'était sa meilleure amie. Et au final, il se rend compte que, en lui donnant de la valeur, au final, elle en a vraiment. C'est comme si quelqu'un disait « Les écrans sont importants, alors je leur donne du temps. » C'est le contraire, ce que dit Côme. C'est parce que tu donnes du temps à quelque chose qu'elle devient importante. Et donc c'est important, non? Le fait de savoir à quoi on donne du temps. Si vous donnez du temps à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à la nature, à la vie, elle devient importante. Au fond, comment est-ce qu'on ferait pour utiliser les écrans? Parce qu'ils semblent utiles aussi, non? On pourrait mettre un contrôle parental. Mais pour ceux qui n'ont pas de contrôle parental, les parents, il faudrait un petit peu plus surveiller l'utilisation. Mes parents, ils s'en fichent. Si je fais 9-10 heures toute la nuit, même si à minuit, je me réveille pour jouer à la play, ils s'en foutent. Il y a que ma sœur qui fait attention. Les écrans, je les utiliserai que vraiment en cas de besoin. Par exemple, pour des messages vraiment importants ou des emails importants et pour immortaliser les bons moments, c'est-à-dire les photos. Mais sinon, je me fixerai des règles. Par exemple, le temps de jeu, j'en ferai pas tout le temps. Par exemple, en un jour, 20 minutes, pas plus. Ce que tu racontes, j'ai l'impression, c'est tu vas faire des écrans un serviteur et pas un maître. Mais quand l'écran est ton maître, ça peut devenir un dictateur qui te fait beaucoup de mal. Et quand l'écran est ton serviteur, le serviteur, en fait, ou la serviteur, c'est quelqu'un qui t'aide à faire ce qui est important pour toi. Mais il faut déjà savoir ce qui est important pour nous, alors. Et alors, tu utilises l'écran comme outil pour t'aider à faire encore mieux ce que tu fais. Ou prendre soin des gens importants, donc c'est super. Je veux sentir. Bien, je reste comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça prend du temps, du coup, on les mange pas trop vite. Je sais. Il en mange de toute façon. Lui, il est bien cramé. Faire danser la flamme dans mon Dieu.
j'ai de la chance. On lève tous ces vies. Si vous tirez 3, vous garderez en mémoire le moment où vous avez dessiné, tranquille, et que vous saurez jouer et dire à vos parents, s'il vous plaît, papa, maman, on peut jouer à un jeu ensemble, ce serait chouette. On s'est vraiment marré au centre quand on a joué à ce jeu ou à tant d'autres. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Sincèrement, oui? Oui. Encore un peu, un grand oui? Oui. Nous sommes comme tous les autres parents, mais ce que nous pouvions faire, c'est se dire, selon les mots de Montaigne, comment est-ce qu'on fait pour construire des têtes bien faites, plutôt que d'avoir des têtes bien pleines de tout ce que les écrans veulent bien nous offrir. En voyant mes élèves lire, je ressens une immense gratitude. Gratitude pour la complicité que nous avons partagée, pour ces 10 mois passés à apprendre, à réfléchir et à grandir ensemble. Je suis fier de chacun d'entre eux, de l'intelligence et de l'esprit critique qu'ils ont développé. Mais je ne me fais pas d'illusions. Avec l'entrée au collège, ils n'échapperont pas à l'emprise des réseaux et des écrans. J'espère tout au moins qu'une graine a été semée et qu'une petite voix désormais les aidera à devenir des esprits plus libres, prêts à affronter notre monde numérique avec discernement et avec cœur. Si t'aimes pas les réformes, les médias chloroformes, si t'es pas filiforme, gare à toi, mon bonhomme, il faut que tu consommes, pareil aux autres en somme. Tous conformes, tous en forme, et dans la